Bonjour à toutes et à tous, bonne année Swan. Bonne année Erwan, bonne année à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle saison de Kick Parade. Et ouais, Kick Parade saison 3 il me semble, hein. Je suis même plus Oui. sûr, 3. Par contre je sais que c'est le numéro 97. Pourquoi je sais que c'est le numéro 97? Parce qu'on est bientôt au numéro 100. Et ça fait des semaines qu'on vous dit il vous faut un cadeau pour le numéro 100, il vous faut un cadeau pour le numéro 100. Et ben on a trouvé, mais j'en dis pas plus. Surprise. Il y aura un truc cool à gagner pour le numéro 100 et le concours commencera dès la semaine prochaine. Dès le 98, il se poursuivra sur le 99 et au numéro 100, on donnera le nom du gagnant. C'est un truc cool. C'est un truc cool. Vous allez voir. On vous dit tout la semaine prochaine. Eh bien, on commence ce Kick Parade de la semaine, la première semaine, enfin pour nous, de 2023, avec évidemment, on n'est pas encore rentré dans le dur hein, de cette nouvelle année des sites de financement participatif. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses intéressantes. On commence par la 10e place avec GameFound, avec le jeu Linebacker 2, qui est un pur wargame qui nous emmène pendant la guerre du Vietnam et c'est centré beaucoup autour du bombardier, le sale bombardier. Je crois que c'est lui qui c'est lui qui jetait des flots de napalm hein, sur les Vietnamiens, le B-52. Voilà, donc bon, après on peut toujours ironiser, mais tous les wargames, hein, finalement, quand ils pensent, parlent de choses atroces. Hein. et donc voilà, donc c'est un gros wargame autour de la guerre du Vietnam et centré autour de ce B-52, de ce gros bombardier. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'autre chose, hein. Il y a beaucoup de miniatures, des batteries antimissiles, des avions. Donc c'est plus centré sur la guerre aérienne. En fait. Bah, ça se voit déjà rien qu'au niveau de la carte, hein. On reconnaît vraiment, comme souvent, alors on a deux cas de figure hein, dans les wargames, on a soit une carte extrêmement épurée pour donner la visibilité, soit au contraire une carte extrêmement détaillée, ouais. avec le relief, etc., etc. Donc là on est plus dans ce cas de figure là, la carte est assez impressionnante. Ouais. Mais ça s'accompagne un petit peu de cette information que j'ai lue dernièrement où ils disent que le wargame revient en force dans différents corps d'armée, donc peut-être que c'est pour ça qu'ils commencent à réadapter à matériel pour que ça corresponde de plus en... Enfin, ça revient à quelque chose qui ressemble beaucoup à ce que l'armée utilise de manière générale. Ouais, là, on est vraiment dans de la simulation hein, de guerre avec des objectifs de largage pointés sur des cartes. Donc, c'est du vrai wargame, hardcore. Voilà, il faut le savoir. Et donc celui-là, il en est à 121 contributeurs pour une somme de 10 000 euros. Voilà, et donc il est 10e de ce Kick Parade. On passe au 9e avec un jeu japonais qui s'appelle Fairy of Perfume. 156 contributeurs, 8635 euros et il reste quasiment un mois. Alors est-ce qu'il va se faire balayer par les gros trucs qui vont arriver? Il y a des chances. Donc dans Fairy of Perfume, eh bien vous êtes une petite fée des bois qui va aller à la recherche de ressources pour faire ses petites potions. Donc il y a tout un tas de petits gemmes sur le plateau de toutes les couleurs. C'est tout mimi. Après c'est au niveau de la direction artistique, c'est assez je trouve ça un peu kitsch. Mais bon, c'est des petites filles avec des petites ailes de papillon. Bon, voilà, c'est mignon. Mais c'est mignon, mais d'un autre côté, je trouve qu'il y a un parti pris artistique que je trouve un peu plus intéressant, c'est-à-dire qu'on ressent la patte japonaise. Ah oui, ça c'est sûr. Et beaucoup plus que dans ces jeux américains qui veulent se la jouer japonaise en fait. Ouais, non, c'est par contre, oui, pour moi, c'est pas du tout manga. Non. C'est vraiment, oui, pour le coup, un style japonais hors manga. En fait. C'est ça. Enfin, hors manga, oui, alors manga un peu plus singulier. Il y a tout dans le manga, on est d'accord, mais oui, voilà, on est moins dans les stéréotypes manga habituels. C'est ça. Et c'est une créatrice qui a fait ça, c'est Shirota Shika, qui a des très beaux cheveux rouges. Et donc qui est la créatrice, et je crois que c'est un premier projet, si je ne m'abuse, oui c'est un premier projet, et donc voilà, elle se lance dans le jeu. Ce qui est intéressant quand même, c'est que je trouve qu'au niveau des mécaniques, donc elle se lance dans le jeu, mais en fait on dirait une espèce de variation sur It's a Wonderful World, avec cette espèce de piste de ressources au centre, avec effectivement un ordre très spécifique d'action, c'est-à-dire que pour récupérer les éléments jaunes, il faut faire ça en début de partie, etc., puis pour pouvoir les combiner, pour pouvoir récupérer et je trouve qu'on est vraiment dans des mécaniques, en fait, on est un peu en terrain connu, avec un système effectivement d'évolution de personnages derrière qui vient un peu qui a un petit peu la touche en plus, mais je trouve que le gros du gameplay ressemble un petit peu à It's a Wonderful World. Il y a eu un énorme effort de fait de la part des japonais, puisqu'il y a quelques phrases en anglais sur la page. C'est d'habitude, ils en ont rien à foutre. Donc vous pouvez le baquer, par contre c'est hors de prix, avec l'import, etc.
Bon, c'est une catastrophe. 8e position, c'est une entrée, enfin toutes des entrées puisque c'est à nouveau Kick Parade. C'est une nouvelle saison, The Last Doge, et c'est le tout premier Kickstarter de Don't Panic Game, qui est un éditeur très connu en France. Et voilà, donc il se lance dans le financement participatif avec ce jeu post-apo science-fiction qu'il m'avait présenté à Cannes. J'avais fait un peu le tour de leurs nouveautés et il m'avait fait essayer The Last Doge, disant que c'était leur premier Kickstarter, que ça allait être important, qu'ils y mettaient toute leur attention dessus. Il a commencé, on va dire, un petit peu light, 167 contributeurs, 12 680 €. Pour l'instant, le jeu n'est pas financé, mais il reste là 27 jours. Et puis, on va dire que les gens vont peu à peu revenir sur Kickstarter, parce que je pense aussi qu'avec la trêve de Noël, il y a beaucoup de backers qui ne regardent pas encore Kickstarter, qui ne sont pas encore revenus sur la page parce qu'ils se disent il n'y a pas vraiment de nouveauté encore, ça va arriver. Et je pense qu'il va y avoir, avec les gros projets qui vont arriver dès la semaine prochaine, il va y avoir un boost d'afflux de public de nouveau sur les pages Kickstarter, et je pense que The Last Doge va en profiter. On verra bien s'il y a un petit rebond la semaine prochaine. Donc dans The Last Doge, vous incarnez une faction qui va percer les secrets de Venise, mais Venise dans l'avenir. Un Venise qui a été asséché parce qu'il n'y a plus d'eau et qui contient tout un tas de secrets et d'artefacts. Et donc il va falloir emmener votre guerrier ou votre guerrière, vous êtes le représentant de votre faction, percer les secrets de Venise. Donc il y a un côté évidemment exploration, énigme, chasse au trésor. Bien entendu, vous êtes en compétition. Bien entendu, il va y avoir aussi des ennemis parce que apparemment il y a une faction un peu gardienne de tous ces artefacts. Et donc voilà, donc c'est un jeu d'aventure dans lequel vous allez retourner des petites tuiles. La ville de Venise est personnifiée par un carré de tuiles à retourner et à explorer. Moi je trouve que c'est un peu ma surprise quand même, ce démarrage un peu timide. Alors oui, je suis d'accord avec toi, ça s'explique par la période de l'année, etc. Mais ils avaient quand même fait énormément de communication. Je trouve que c'est quand même un projet qui était annoncé depuis très longtemps. Alors Don't Panic, c'est son premier projet qui mène en solo, hein, vraiment sur Kickstarter, mais il s'était déjà greffé à plusieurs campagnes pour la localisation d'autres jeux. Et c'est vrai que je trouve que compte tenu de l'idée, du matériel, du prix, hein, qui est pas excessif, je trouve que quand même ça reste un pledge assez accessible. 30 balles. L'univers qui est plutôt intéressant. Il est cool. Je trouve ça assez... je suis un peu triste pour eux, en fait. Que ce lancement soit comme ça. J'espère vraiment que t'as raison et que ça va se réveiller quand les gens vont un peu se remettre sur Internet, etc. Et que le jeu gagnera un petit peu plus en visibilité. Parce que je trouve qu'on a affaire quand même à un projet qui est original, accessible. Donc j'espère que ça... Voilà, que ça va s'améliorer dans les semaines à venir, parce que le projet franchement, est cool. il n'y a pas de raison que ça se finance pas. Il y a quelques figurines pour le fun. Je crois que ça doit être dans une version, ça doit être dans la version de luxe, je pense. C'est ça. Sinon, vous Parce avez que effectivement, je pense que le truc qui peut aussi refroidir un petit peu, quand même préciser, on dit que c'est accessible pour 30 €, mais c'est 30 € sans les stretch goals. Effectivement, si on veut la version qui est avec les versions stretch goal débloquées, plus les miniatures, on est plus autour de 60 €. Voilà. Vous aurez la version 30 € boutique pour 30 €. Ouais. 7e position, c'est le retour des jeux que je ne supporte pas. Play Rewind Eject Tabletop Card Game. Donc c'est un jeu d'ambiance, 161 contributeurs, 12 863 €. Il est parti dans 10 jours. C'est un jeu d'ambiance qui tire les ficelles de la nostalgie. Encore une fois des années 80, donc vous avez une VHS sur la boîte, vous avez toute une direction artistique de néon rose, et c'est un jeu autour du cinéma. Là où je tique, c'est que c'est très très axé années 80, mais t'as plein de films dedans comme exemple qui sont pas du tout les années 80, donc je vois pas trop le truc. Alors c'est par thématique, vous avez des boîtes, vous avez les films d'horreur, les films des années 80, les films d'animation, et il va falloir, je sais même pas exactement ce qu'il faut faire, faut retrouver les titres. Non, il y a puis un côté, c'est un peu comme ces jeux que tu fais quand t'es ado, quoi. C'est-à-dire que tu pioches 3 cartes, tu dis lequel tu mets, lequel tu rembobines et lequel tu éjectes. En fait, c'est mettre du matériel sur un jeu qu'on peut faire sans matos, en fait. C'est ça. Vous prenez un bout de papier, vous le découpez, vous mettez des noms de films, vous mettez ça dans un on est des geeks, hein, on a tous un petit sachet, là, un sachet de dés, vous piochez avec les amis. Enfin voilà, je trouve que c'est un peu abusé de faire payer ça. Vous prenez les fiches de Monsieur Cinéma de votre papa ou votre grand-père,
hein, qui était dans les années 80 là. Et voilà, t'as ton jeu. Donc voilà, bon, ça m'intéresse absolument pas ce genre de truc, mais bon. 6e position, Phantom Epoch. Donc c'est un jeu coopératif de 1 à 4 joueurs qui nous présente un univers un peu de super-héros, en tout cas de science-fiction, dans lequel vous allez faire une campagne avec des scénarios sur un livret un peu à la manière de Histoire de Peluche. Donc vous avez 2 livres, un livre narratif et un livre avec les cartes, parce qu'ils insistent sur le fait qu'ils préfèrent avoir 2 bouquins séparés pour une meilleure visibilité du jeu, ou lisibilité plutôt. Et donc voilà, donc vous allez être propulsé dans cet univers où il va falloir remplir des missions avec tout un tas de matériel, des figurines évidemment, des centaines de tokens, plein de cartes. Ça révolutionne pas la roue. Après, il faut adhérer ou non à l'univers. À partir de là... Bon, au moins, ils ont ils proposent un univers qui est un peu plus singulier. On retrouve au niveau des mécaniques, on est sur quelque chose d'assez classique. Je dirais peut-être d'un petit peu dépassé aujourd'hui, mais bon, au moins ils ont leur ambiance. On n'a pas un énième soit un truc de SF, soit un truc avec des elfes, des nains et des hommes. Donc voilà, ils ont non mais voilà, c'est-à-dire que je sais que Gloomhaven a vraiment ouvert la porte à cette originalité dans le jeu de plateau. Alors ça existait avant bien évidemment, mais je trouve qu'ils ont un peu démocratisé ce truc-là en disant en fait, regardez, vous pouvez avoir énormément de succès quand vous arrivez avec votre propre lore. Et voilà, ça amène à ce style de jeu. Donc pourquoi pas. Moi je suis pas le public, mais je trouve que c'est une proposition qui est pas indécente. Et c'est un premier projet en plus. 5e place, c'est Chesney ou Cheney, moi je dirais, mais bon, qui est un jeu de Hong Kong. C'est pas souvent. Non. Et je me disais, ça c'est bien épuré pour un jeu de dispute de territoire historique, enfin ou en tout cas fantastique. Et en fait, oui, bah on retrouve la patte asiatique des jeux sans froufrou. Et c'est le cas. Et donc là, vous allez incarner des factions qui vont se disputer des territoires. Alors ça se veut un jeu assez rapide. Hein. C'est pas un gros wargame ou un gros jeu 4X. Non, vous avez 4 factions, vous jouez des cartes pour avoir des majorités, vous jouez des cartes au milieu avec du pouvoir, ça doit se jouer, voilà, ça doit être méchant et rapide en tout cas. Voilà. Ouais. Après, la difficulté, je trouve, enfin, après ça se prête au jeu, mais voilà, c'est 4 joueurs minimum. Alors que d'habitude, déjà 3 joueurs, c'est pas toujours évident. Là, c'est 4 joueurs. Bon, après, c'est vrai que c'est l'ambiance qui veut ça. C'est un peu compliqué Je crois que c'est même, c'est même 5 joueurs, non? 5 à 10. Oui, 5 à 10, pardon. Oui, 5 joueurs. 5 joueurs. Donc, voilà. Après, d'où l'intérêt d'avoir un jeu quand même qui est plutôt rapide. Parce qu'effectivement. Quand t'es 10, c'est chaud. C'est ça, rapide à 10, finalement, c'est une bonne partie de Terraforming Mars, en fait. Donc, bah, il en est quand même à 204 contributeurs, 12 393 €. On est sur des tout petits chiffres de contributeurs, on va pas se le cacher. Et il reste 10 jours. 4e position, c'est Spell Wars, 646 contributeurs. Ils ont dépassé les 30 000 €. Et c'est un jeu d'affrontement de cartes. Oh, un de plus. Alors la particularité, c'est qu'en fait, c'était un stretch goal. En fait, à la base, c'est un stretch goal qui n'a jamais été débloqué pour un jeu de rôle qui s'appelait Torrents of the Spellholder. Et donc, ils ont décidé... Ils étaient très fiers de ce stretch goal. Ils avaient inventé un jeu de cartes en fait, qui était en parallèle avec l'univers de leur jeu de rôle. Et ils se sont dit, bah zut, ça n'a pas été débloqué, on est hyper frustrés, on a vachement bossé dessus. Et bah donc on va le faire à part dans une autre campagne. Donc c'est dans l'univers de ce jeu de rôle. Vous allez invoquer des monstres grâce à des formules magiques. Et voilà, c'est du jeu de cartes d'affrontement un peu à la Magic. Il y en a un toutes les 2 semaines à peu près. À peu près. Ouais. Alors là, il s'inspire quand même énormément de la magie dans Donjons et Dragons. Hein. C'est-à-dire que ils s'en cachent pas, c'est dans leur vidéo d'annonce en disant bah voilà, vous allez retrouver des similitudes avec le fonctionnement des sorts dans Donjons et Dragons. Enfin, ils ont essayé vraiment de retranscrire ça à travers un jeu de cartes. Bon, au moins ils ont cette particularité qui est on va dire plus originale que ce qui se fait dans la moyenne. Et effectivement, je trouve que cette petite histoire du mec qui dit mais en fait on a fait un truc et on est vraiment très content de ce qu'on a fait. Donc je trouve que c'est un peu je trouve ça sympa quoi comme démarche quoi. Tu les sens un peu frustrés mais d'un côté super fiers dans leur jeu. Et vous verrez en bas de la page qu'il y a un onglet à cliquer qui s'appelle Open D&D. Quand vous cliquez dessus, c'est marqué Wizard of the Coast veut démanteler l'industrie du jeu et ça nous permet évidemment de faire une transition géniale avec les nouveautés. Nous sommes à la 4e position et donc les 3 premières ça sera après les nouveautés. On vous le dit tout de suite, il n'y a pas de nouveautés.
Enfin, moi j'en ai repéré une, mais voilà. Mais c'est surtout que ça nous permet de faire une transition avec le tremblement de terre de cette semaine qui s'est passé dans le jeu de rôle. Alors, on parle pas beaucoup de jeux de rôle dans Geek Parade, on les évoque pas dans le top 10, mais ça a quand même un rapport, vous allez voir, c'est que Wizard of the Coast, qui appartient à Hasbro, et Wizard of the Coast, qui est l'éditeur de Donjons et Dragons, donc qui reste le plus gros jeu de rôle de la planète, vient d'annoncer qu'ils allaient sortir un nouvel OGL qui rendait caduque l'ancien. Alors c'est quoi un OGL? C'est l'Open Game License. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, rapide, on va pas passer l'émission là-dessus, mais c'est quand même important, c'est une news importante de la semaine. Au début des années 2000, Donjons et Dragons allait pas très bien. Ils ont inventé le fameux système, ils ont inventé leur système qu'ils ont ouvert à tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde, tous les éditeurs, les créateurs pouvaient prendre leur mécanique de jeu et développer leur propre jeu de rôle avec. Il fallait juste qu'ils indiquent que c'était l'OGL de Donjons et Dragons qui était la base de leur jeu ou de leur publication. Et c'était gratuit. Le fameux D&D 5i en fait. Voilà. Alors à l'époque, c'était pas 5i encore. Hein, Maintenant, aujourd'hui, voilà. c'est ce qu'on trouve le plus fréquemment. C'est ça. Ça a été inventé sous la version 3.5 de Donjons et Dragons, le GL, il me semble. Et évidemment, maintenant, c'est 5e. Et quand on voit tous les projets sur Kickstarter marqués 5e compatibles, etc., c'est toujours l'OGL, c'est Open Game License, donc gratuite. Et donc Wizard of the Coast a annoncé tranquillement, ce n'est pas encore officiel. En fait, ce sont des documents qui ont fuité. C'est 90 pages d'accords juridiques qui ont fuité. Donc là, on est carrément dans le scandale politique, là, tu vois. Dans lequel Wizard of the Coast, indique que sa licence allait être désormais payante. Alors, pas tout à fait, en fait. Il va y avoir des paliers, c'est-à-dire que selon l'argent que va générer votre création, vous allez devoir un certain pourcentage à Wizard of the Coast. Là, le plus gros palier, c'est 750 000 $. Dès que vous dépassez 750 000 $, vous allez devoir reverser 25% de ce qu'il y a supplémentaire à Wizard of the Coast. Donc, il prend un exemple, si vous faites 750 001 $, vous allez devoir reverser 25 centimes à Wizard of the Coast. Donc, c'est le palier après. Avant, c'est moins. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que toute la profusion, et on en revient évidemment à Geek Parade et à Kickstarter, etc., c'est qu'évidemment, il y a plein de sourcebooks. Nous, on a même renoncé à en parler, tellement il y en a. Là, actuellement, sur Kickstarter, il y a une dizaine de sourcebooks ou de campagnes marquées 5E qui sont actuellement dans le classement, quasiment. Il y en a qui rapportent des millions de dollars. On se souvient de campagnes l'année dernière qui ont rapporté 3, 4, 5 millions de dollars. Et bien maintenant, c'est fini. La fête est finie, en fait. Wizard of the Coast va prendre le pognon, une partie du pognon, de toutes ces campagnes. Donc ça veut dire qu'il y a tout un tas d'éditeurs qui vont réfléchir à deux fois. Donc je pense que c'est un peu la fin de la profusion des sourcebooks et des campagnes compatibles 5E sur Kickstarter. En tout cas, il y en aura moins. Ça va pas être la disparition, mais il y en aura moins parce qu'il va falloir reverser de l'argent. Donc Wizard of the Coast veut récupérer du pognon sur sa licence. Alors c'est sûr qu'il y a 15 ans, il n'y avait pas tout ça. C'était des petits trucs, fan-made. Et Wizard of the Coast s'est bien servi tous ces publications fan-made pour faire vivre Donjons et Dragons et leur mécanique. Ça leur a bien servi quand Donjons et Dragons allait pas très bien. Mais maintenant, depuis, il y a toutes les ventes de campagnes, de sourcebook via le digital. Vous avez Kickstarter qui est arrivé. Et là, ils se disent, on perd des millions de dollars par an, tu vois, qu'on pourra récupérer avec notre licence qu'on a créée nous. Donc après, je pense qu'il se fourvoie quand même. Enfin, si on doit émettre un avis par rapport à ça, moi je trouve qu'il se trompe. Alors déjà parce que je trouve que la somme demandée elle est exorbitante. Enfin, à 25%, c'est énorme. À partir de 750 000 $. À partir de si tu fais un truc fan-made qui te rapporte 300 $, tu devras rien. Oui, mais enfin bon, ça reste. Même en regardant les paliers, on est quand même sur quelque chose d'assez énorme. Et en fait, le problème, je pense, c'est qu'en faisant ça, ils vont pas récupérer de l'argent. En fait, je pense qu'il y a juste plein de projets qui ne se feront plus, en fait, tout simplement. Je suis pas forcément convaincu que... Tu fais bien de dire ça, parce que je suis d'accord avec toi, et je pense que le projet n'est pas... Alors, s'il récupère de l'argent, ça sera très bien, mais je pense que ce n'est pas le projet principal. Je pense que le projet principal, c'est la reprise de contrôle. Alors, il y a eu des choses pas très nettes qui ont été faites avec le système 5E, je parle politiquement parlant. C'est que Wizard of the Coast, et notamment Donjons & Dragons, a une politique depuis quelques années très inclusive, je vais pas dire woke, mais
mais ils essayent de mettre plus de diversité dans leurs personnages, leur couverture, leur représentation graphique des personnages et des créatures, dans les prochaines règles, parce qu'il y a une nouvelle version de Donjons & Dragons qui va sortir, qui est à peu près la même à 80%, mais il n'y a plus de changement de caractéristiques selon ta race. Enfin, tu vois, il y a toute une idéologie derrière il faut effacer les différences entre les personnages. Pour moi, un orc reste un orc, hein. C'est une créature fantastique, donc ce n'est pas politique, on peut pas faire de Après, je liaison pense que avec... ça se concerne, je pense que ça concerne beaucoup plus. Tu sais, tout ce qui était les classes de moines, où c'était des espèces de caricatures de chinois. Enfin, Oui, voilà, ça reste un jeu de rôle des années 80 très caricatural. c'est Donc, sûr. après c'est normal. Après, faut voir où on place le curseur, mais je trouve que c'est pas. Enfin, je comprends la démarche aussi, tu vois. Oui, je peux comprendre la démarche, mais justement, c'est cette reprise de contrôle qu'ils veulent. C'est-à-dire qu'apparemment, il y a des choses pas très nettes qui ont été éditées via cette OGL gratuite, et ça entache leur image. Et on sait que Donjons et Dragons sont très touchy avec leur image depuis les années 80, depuis le début des années 80, puisque Donjons et Dragons a souvent été considéré dès le début comme un jeu sataniste. Enfin, il y a toute une histoire derrière, hein, qui est longue. Voilà, il y a eu un combat contre les puritanistes américains qui considéraient le jeu de rôle comme quelque chose de machiavélique, et donc ils sont très touchy là-dessus parce qu'ils veulent pas se reprendre tout ce qu'ils se sont pris dans le passé. Donc je pense qu'il y a une reprise de contrôle de leur image là-dessus, au-delà de l'argent, et je pense que derrière, si on veut aller encore plus loin, je pense qu'il y a un plan. Pense qu'il y a un plan, c'est ma théorie. On n'est pas obligé de la partager. Je vous invite d'ailleurs, si vous avez une autre analyse, à la dire dans les commentaires. Pour moi, le grand plan derrière tout ça, c'est la virtualisation de Donjons et Dragons. De plus en plus dans une utilisation du jeu de rôle virtuel via les sites genre Roll20, mais pas que. On sait que Wizards of the Coast développe son application qui s'appelait D&D Beyond. Je pense qu'ils vont encore faire d'autres choses. Leur but, c'est que les gens jouent à Donjons et Dragons via des tablettes en virtuel, dans des univers virtuels. Et pour cela, il faut un contrôle de ces droits, de leur licence, absolument. Parce que là, on arrive sur les applications, sur les jeux vidéo, sur tout ça, et qu'on peut pas laisser faire, on peut pas laisser des gens plus tard, parce que là, on parle de l'avenir. Pour l'instant, c'est que des bouquins. Tu vois, on se dit, qu'est-ce qu'ils vont faire chier le petit éditeur qui va éditer sa petite campagne avec le système 5E qui va être vendu à 400 exemplaires, c'est ridicule. Mais en fait, c'est l'avenir. C'est qu'ils veulent pas que n'importe qui puisse ouvrir une application sur le portable ou sur Internet payante avec leur système pour que les gens jouent à des jeux de rôle sans leur autorisation, à leur système sans autorisation. Et je pense que le problème, il est là. Enfin, c'est le problème. L'enjeu, plutôt, il est là. C'est l'avenir, c'est la digitalisation de Donjons et Dragons qui nécessite un contrôle parfait des droits. Après, je pense que j'irais même un petit peu plus loin, parce que je suis d'accord sur le truc, mais je trouve que cette démarche-là, ils auraient pu la faire en étant plus, on va dire, plus flexible que là, le document qui est présenté. Enfin, encore une fois, on rappelle que c'est un document qui a fuité, donc il y aura peut-être des modifications d'ici là, mais je pense que c'est surtout que, même si Donjons et Dragons a toujours fait un peu partie d'une culture, mais c'était une culture qui était assez souterraine, et là, il faut quand même penser que l'année 2023 et puis les années à venir, c'est le grand retour de Donjons et Dragons, la marque. Il y a le film qui sort en salle, il y a Baldur's Gate 3 qui arrive, une flopée de jeux vidéo, comme tu le dis, il y a les applications, il y a les machins, etc. Sauf qu'aujourd'hui, ils ont envie de... Je pense qu'il y a quand même quelque chose d'assez pécunier, parce que derrière, je veux dire, ils pouvaient très bien interdire des applications autrement qu'en allant récupérer de l'argent à la source des projets, ou alors ils auraient peut-être eu un droit de regard sur les différents projets qui se font, etc. Je pense qu'il y avait une autre manière de présenter les choses. Je pense que là, surtout, ce qu'ils ont envie de refaire, c'est de reprendre un contrôle total de la licence, et que cette licence, aujourd'hui, ils la veulent transmédia, et ça pour ça, ils ont besoin de la revendre. C'est un peu... c'est une démarche qu'avait fait Marvel une fois que le MCU a commencé à vraiment éclater. Finalement, c'est des démarches qu'on retrouve dans pas mal d'univers, même Star Wars, avec le relancement de la saga. Donc c'est reprendre le contrôle sur leur création. Et oui, parce que l'évolution en fait du marché, c'est pas forcément de vous vendre des bouquins de jeux de rôle ou des applications, c'est la marque en général. Et ça, Games Workshop est en train aussi, depuis quelques années, l'a compris également. Warhammer maintenant, c'est
c'est plus qu'un jeu, c'est une marque. Il y a plein de gens qui connaissent Warhammer sans avoir jamais vu une figurine ou touché une figurine de Warhammer. Donjons et Dragons, c'est pareil. Tout le monde connaît Donjons et Dragons. Et donc là, on est dans l'ère de la licence, de l'IP, comme on appelle. Les Américains, ils appellent ça l'IP, c'est-à-dire l'intellectual property. Et donc, il faut absolument bétonner sa marque pour qu'on puisse la vendre au maximum, l'étirer comme un chewing-gum, et c'est ce que veut faire Donjons et Dragons, puisqu'il y a eu, en plus du film qui sort au mois de mars, il y a une série qui est annoncée, donc il faut qu'ils reprennent un contrôle total de leur marque. Et donc tout ça, ça fait partie d'un plan. Voilà, c'est un plan de deux grosses compagnies internationales finalement, hein. C'est Hasbro derrière, et ça ne m'étonne pas, c'est un peu fini la récréation, on se dit, et ben voilà, on est une boîte comme une autre, avec une IP, et maintenant, on va faire comme les autres licences, parce que Marvel n'autorise pas les autres créateurs de comic book de reprendre Spider-Man, par exemple, ou Iron Man pour leur BD indépendante. Donc ils se disent, pourquoi nous, on autoriserait notre système de jeu de rôle pour les autres jeux de rôle. Et donc voilà, donc c'est un resserrement, hein, de grosses compagnies, finalement. Vous avez des marketeurs et des juristes qui se sont dit, dans une réunion, dans un gratte-ciel, ça suffit, maintenant on va pisser avec les grands, et Donjons et Dragons, c'est une marque, il y a un film, il y a une série, et on va faire plein de trucs dans l'avenir parce que on va se foutre dans le virtuel, et il faut remettre de l'ordre dans tout ça, et si on peut prendre un peu de pognon, voire beaucoup au passage, eh bien on le fait. Eh bien dites-nous ce que vous en pensez, s'il y a des joueurs de Donjons et Dragons ou de jeux de rôle compatibles, notamment Pathfinder, hein, qui est un gros jeu de rôle concurrent de Donjons et Dragons qui a beaucoup de systèmes. D'ailleurs, ils ont annoncé ce matin qu'ils allaient créer leur propre système, parce qu'évidemment tout cela, c'est la panique totale, hein, dans tous les jeux de rôle qui utilisent le système de Donjons et Dragons, parce qu'ils ont très peu de temps pour réagir. Vous vous rendez compte, Pathfinder, ça fait des années, il y a plein de suppléments, ils ont, je ne sais plus à combien de versions, je ne suis pas un joueur de Pathfinder, mais c'est des anciens de Donjons et Dragons, hein, d'ailleurs. Ils sont obligés de tout réinventer, enfin c'est une catastrophe, quoi. C'est très brutal en tout cas. Voilà, c'est la brutalité d'une grosse compagnie à l'œuvre. Alors, une autre nouveauté, une petite nouveauté quand même pour la route, c'est Shadow of Shogun, qui est un print and play, donc un jeu de cartes, c'est sur Kickstarter, c'est un affrontement de territoire, enfin prise de territoire dans le Japon, avec de très belles illustrations, et pour cause, parce que le créateur du jeu, Benjamin Weiss, est avant tout un artiste, fait beaucoup d'illustrations sur ordinateur, et il a décidé de faire un jeu à partir de ces illustrations. Donc vous payez surtout l'illustration, le jeu a l'air sympa, hein. Vous avez de la ressource, de la prise de territoire, tout cela via des cartes, mais c'est vrai que les illustrations elles sont super belles, c'est très très beau. Donc voilà, donc ça vient d'arriver sur Kickstarter, il en est à 95 contributeurs, donc c'est tout petit début, le jeu coûte pas très cher évidemment, c'est du print and play, et il reste là encore 27 jours, donc vous pouvez regarder ça tranquillement. Je te propose de revenir aux 3 premiers du classement, si tu n'as plus rien à ajouter. Rien à ajouter. Rien à ajouter. Eh bien, on y va. Alors, 3e position, c'est Circadians First Light Specialist Expansion, qui en est à 910 contributeurs. Ça, on commence à revenir dans des chiffres un peu normaux de Kickstarter. 53 000 €, et il reste 6 jours avant la fin de cette campagne. Donc, ce sont 2 extensions pour le jeu Circadians. Donc, Circadians, ça a été créé par Sam Phillips, hein, qui est un auteur assez connu, puisqu'il a fait Raiders of Scythia, Legacy of You, Ardian's Wall. Il est surtout connu parce qu'en fait c'est la 2e grande licence du créateur. Après, vous savez, toute cette gamme des paladins du royaume Voilà. du royaume de l'Ouest, il y a les architectes, voilà, etc., etc. Donc en gros toute cette De la mer gamme du autour, Danger. voilà, il y a aussi parce qu'il y avait les 4 points cardinaux. Alors du coup il y avait d'un côté les Riders of the North Sea, il y avait ensuite les architectes du West Kingdom, etc. Donc voilà, c'est l'autre grande licence de Shane Phillips en fait. C'est ça, donc il offre 2 extensions, donc là c'est le but, je crois, c'est de converser avec des civilisations extraterrestres. Donc ça ajoute 2 mini-extensions pour le jeu de base, avec des nouveaux leaders, des cartes attributs, des cartes tactiques et des tokens production. Voilà, bon, c'est pour les fans je pense, hein. C'est bien spécifié que je crois que ça va sortir en boutique, et qu'il y aura plusieurs langues. Là pour l'instant il n'y a que de l'anglais, mais ça
Ça sortira en boutique, c'est marqué, donc c'est même marqué, hein. Si vous préférez attendre la sortie boutique, il n'y a pas de problème. Ne baquez pas si vous préférez avoir ces deux extensions dans votre langue maternelle. Donc je pense que c'est plutôt réservé pour les anglo-saxons. Sachant que souvent, ce genre de campagne, on commence à les voir un petit peu fleurir sur des grandes licences comme ça sur Kickstarter. L'idée, c'est aussi de pouvoir offrir la possibilité aux joueurs de racheter différents produits de la gamme. Ouais, des Sachant que bundles. voilà, les jeux Chef Phillips, ils ont aussi cette particularité d'avoir des Kickstarter exclusifs, ce genre de petits éléments qui après ne se trouvent que en convention ou alors en une édition limitée qui se retrouve vite hors de prix sur les sites de revente. Donc en gros, souvent l'objectif c'est qu'ils réouvrent comme ça une petite campagne et ça permet aux gens de pouvoir aller hop, upgrader leur jeu avec des produits qu'ils auraient manqué à l'occasion, etc. Donc voilà, ils utilisent le prétexte de ces deux petites extensions pour finalement revendre le jeu au complet. Bon, oui, il y a ça où il y a les big box, quoi. Donc là, il a opté pour les extensions, les petites extensions. Deuxième place de Kick Parade, c'est Among Cultists. 123 000 €, 1787 contributeurs, 21 jours avant la fin de la campagne. Alors donc dans Among Cultists, vous allez faire une enquête, c'est direction ambiance gothique. Vous allez faire une enquête dans, je crois, une université, il me semble. C'est ça. Dans laquelle vous allez essayer de repérer qui sont les occultistes. Donc vous avez une espèce de secte secrète dans l'université qui fait des choses pas très belles. Et il va falloir retrouver qui est-ce. Et ça peut être n'importe quel joueur qui peut assassiner les autres joueurs. Oui, mais la particularité qu'ils mettent vraiment en avant dans le jeu, c'est que souvent dans ce genre de jeu avec des traites, une fois qu'il y a quelqu'un qui est éliminé autour de la table, je sais pas, il peut aller resservir des chips, boire un coup dans la cuisine et attendre que ça se finisse. Et quand on a souvent des jeux comme ça peut durer très longtemps. Là, l'idée, c'est que vous avez la possibilité ensuite de jouer sous forme spectrale, avec des rôles qui sont un petit peu différents, etc. Mais voilà, vous avez la possibilité d'évoluer autrement. Vous pouvez revenir en fantôme. Voilà, c'est un peu, c'est un mélange entre Mysterium et horreur à Arkham, tu vois. C'est ça. Moi, je trouve que c'est plutôt élégant. Oui. Les mécaniques ont l'air assez rigolotes. Et je pense qu'il y a moyen de bien se marrer avec ce jeu. Oui, c'est un petit peu, ça me rappelle aussi, tu sais, Betrayal of... Ouais. The Haunted Hill, c'est ça? Voilà, of the Haunted Hill. Je suis pas très fan de ce jeu, moi, par contre. Mais celui-là a l'air cool. Oui, par et puis contre, le à partir de design 4 joueurs. Ouais, forcément, parce qu'à partir du moment où il y a des traîtres, sinon on tourne vite en rond. Non, c'est toi le plutôt simple. Mais on est deux. Mais ouais, du coup, ça peut être assez intéressant, sachant qu'effectivement, le fait de trouver les traîtres ne met pas non plus complètement fin à la partie, puisque l'objectif reste quand même d'empêcher que le rituel s'arrête. Donc, même si on arrête le ou les cultistes, ils peuvent continuer à opérer dans l'ombre. Donc, voilà, je trouve qu'ils essayent un peu de moderniser ce style de gameplay. Je trouve que c'est pas inintéressant. Et effectivement, j'aime aussi beaucoup le style, le design. Autant j'avais été assez critique sur leur ancien jeu, la Human Punishment, où je trouve que il y avait ce côté un peu cyberpunk, un peu cliché. Autant là, justement, ils réutilisent probablement le même designer, mais dans un univers où on n'est pas tellement habitué à voir ce genre d'ambiance. Du coup, je trouve que c'est plutôt bienvenu, c'est rafraîchissant. Et en plus, le jeu de base n'est pas ultra cher, 50 €. La TVA est payée par l'éditeur et il y a une VF. Donc ça, si vous aimez ce genre de jeu, ça peut être plutôt un bon plan. Après, vous avez le all-in, vous avez quelques extensions à 94 €, ce qui n'est pas non plus délirant, tu vois, pour ce genre de jeu avec pas mal de matériel. Donc voilà, je suis pas étonné que ça marche. Et c'est deuxième cette semaine, Among Cultists. Il reste 21 jours, donc je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. Enfin, premier de ce Kick Parade, de ce premier Kick Parade de 2023, eh bien c'est français, monsieur. Vive la France! Orc Quest Warpath Resurrection, qui est un jeu... Tout est dans le Resurrection. Hein. Oui, voilà. Qui est un jeu de Monolith Game, qui ressort, parce qu'il était déjà sorti ce jeu. Alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la base, en fait, ce jeu, il a une grande histoire sur le financement participatif. C'est une véritable arlésienne. Il y avait une première version qui était sous forme de jeu de cartes qui avait été proposée par un autre éditeur qui s'appelait Maze Games. Et ensuite, ils avaient proposé la version... Parce qu'il y a de l'infiltration, mais on est aussi dans quelque chose qui pourrait s'approcher finalement d'un dungeon crawler. On n'est pas très loin, avec des objectifs un peu différents, un côté un peu narratif, etc. Mais voilà, ce jeu, il avait été proposé pour la première fois il y a des années. Je crois que c'était sorti
sorti en parallèle de Solomon Kane. Voilà, c'est pour vous dire. 2018. 2018 et c'était un projet extrêmement ambitieux puisqu'aujourd'hui ce truc de ce style de projet on le voit vraiment émerger très régulièrement sur Kickstarter, mais à l'époque c'était plutôt original et le jeu s'est complètement cassé la gueule. Enfin, il a été financé, dépasse les attentes, etc. Mais l'éditeur a été obligé de mettre la clé sous la porte. Ils n'ont pas réussi à se sortir du bourbier dans lequel il s'était empêtré, et du coup c'est Monolith qui a repris la licence et qui en fait réédite le jeu tel qu'il était pensé à l'époque. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le petit geste commercial étant que tous ceux qui ont participé à la première campagne recevront le jeu sans ajouter quoi que ce soit. Donc voilà, si vous êtes un ancien backer, je vous invite à consulter la FAQ et répondre à toutes vos questions. Mais ça représente quand même plus de 2000 personnes. Hein. Voilà. Ouais. Pour un jeu qui vend aujourd'hui à 135 €, c'est quand même assez énorme. Après, ça en m'étonne fait, pas de voilà. Monolith, hein, qui est toujours très Non. transparent dans ses campagnes. Ouais. Hein. Ils sont réputés pour ça et c'est vrai. Donc voilà, je sais que le jeu de cartes était sorti en boutique, donc voilà, c'est l'occasion de remettre les mains sur ce jeu. Qu'est-ce qu'on peut en dire après au niveau des mécaniques? C'est assez drôle, c'est que au niveau de l'histoire, du gameplay, etc., ça s'approche d'une... Enfin, c'était sorti à peu près en même temps une licence de jeu vidéo qui s'appelait Styx, où on pouvait justement faire de l'infiltration avec un gobelin. D'ailleurs, il y a un des gobelins qu'on incarne qui s'appelle Mec, qui est juste littéralement le personnage du jeu. Hein. Enfin, ils se sont vraiment pas fait chier. Donc voilà, c'était plutôt... Enfin, c'est plutôt rigolo de voir ça. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, alors la démarche de Monolith est super cool. Je trouve que les backers arrivent à retrouver le jeu qu'ils avaient pledgé, contrairement à vous, hein, les backers de Jurassic World. Voilà, on pense à vous. Je pense pas que vous verrez votre jeu un jour, mais voilà, là ils vont essayer quand même enfin, ils vont pouvoir récupérer ce jeu. C'est vrai qu'aujourd'hui, il s'est quand même passé 4 ans et je trouve que l'originalité que pouvait dégager le jeu à l'époque n'est plus aussi présente. Voilà. Oui, c'est un peu du déjà vu maintenant, quelque part. On a déjà vu ce genre de jeu. Je veux pas dire qu'il est pas fun, hein. Non. Mais c'est vrai que il arrive un petit peu après la bataille, peut-être. Et voilà, donc c'est un dungeon crawler un petit peu original de plus. Ça n'empêche pas de marcher. C'est un peu hein. ça. Oui, bien sûr. 2500 contributeurs et 238 000 €, je l'avais pas dit. Hein. Et il reste quelques jours, hein. C'est une campagne très courte. Je pense que la démarche de Monolith y est pour beaucoup, en fait. Je pense qu'il y a un véritable soutien. Déjà, c'est plaisant de retrouver Monolith sur Kickstarter. Et puis, voilà, je trouve que cette transparence, ce geste commercial qui s'adresse aux anciens backers, etc., je trouve que ça renvoie une image extrêmement positive. Et du coup, ça marche. Premier de Kick Parade. Voilà. Même si la campagne est courte, peut-être qu'ils ont fait une campagne un peu courte d'ailleurs. Hein. Là, pour une fois, autant souvent je dis que les campagnes sont trop longues, mais là, je trouve que tu vois, il reste 5 jours déjà. Ils auraient peut-être pu, à mon avis, glaner plus de backers en laissant traîner une petite semaine de plus, parce que encore une fois, on est en début d'année, les gens sont pas encore tout à fait réveillés. Je pense que ça aurait valu le coup. Et bien voilà, nous avons fait le tour de ce classement du tout premier Kick Parade de 2023. On se donne donc rendez-vous la semaine prochaine avec le début de notre concours pour la 100e de Kick Parade, même si ça sera le numéro 98, ne vous y trompez pas, mais on commence quand même le concours. Et voilà, et on vous souhaite un très bon week-end. Merci Swan. Merci Erwan. Et à très vite et bon jeu. Ciao. Salut.